Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer notre semaine, comme chaque dimanche. On fera une revue sur le BTC, on parlera de la clôture weekly, on verra des potentiels setups que je surveillerai cette semaine, les zones idéales pour chercher des achats ou pour chercher des ventes. On parlera d'Ether, les altcoins, on verra bien sûr les altcoins les plus fortes. Ensuite, on fera un brief sur l'intraday, on parlera de l'order flow, on pourra parler des ETF spot, on a des inflows qui sont quand même assez intéressants. Et on terminera par notre marché US. Alors, BTC, au niveau de la clôture weekly, c'est plutôt pas mal comme clôture weekly, puisque on en avait déjà parlé ici de cette pattern de retournement, une structure en W. On faisait ici un creux et un sommet plus haut que le précédent, et là on valide cette dynamique haussière, parce que le fait de faire creux et sommet plus haut que le précédent, ça nous indique qu'on a une structure de retournement, et ça nous indique surtout qu'on inverse notre dynamique, avec ici des creux et des sommets de plus en plus haut. Comparé à là, on était dans une phase de creux et sommet de plus en plus bas. Donc, cette pattern de retournement est confirmée encore plus ici avec le fait d'avoir un pullback et un sommet encore plus haut que le précédent. C'est-à-dire que si je trace ici mes sommets et mes creux, j'ai 3 creux ici qui sont bien de plus en plus haut et j'ai ici des sommets qui sont de plus en plus haut. Donc, à l'intérieur de cette phase de latéralisation, en weekly, on est bien aussi. Ça nous indique que pour le moment, on a une dynamique qui se prolonge, les zones d'imbalance sont maintenues, les creux sont de plus en plus hauts, c'est-à-dire qu'on a une pression acheteuse et on va plutôt privilégier les achats. Maintenant, attention, on est quand même sur des niveaux de résistance qu'on va voir ici. Et ça devient compliqué d'être bullish sur des extrémités hautes. On est toujours à l'intérieur d'un range, donc oui, pour moi on a plus de chances de break ce range par le haut, d'un point de vue probabilité, on est tout simplement dans une phase de latéralisation précédée par une dynamique qui est haussière. Si je mets les moyennes mobiles long terme, le tunnel daily et le tunnel 3 jours, ces deux tunnels sont orientés à la hausse sur du long terme, donc on a plus de chances d'avoir une continuation. Maintenant, rien n'empêche d'avoir une rejection dans ce haut de range, pour pourquoi pas retourner chercher le milieu de range et casser plus tard. On ne peut pas prédire le timing d'une cassure d'une figure, que ce soit d'un range, d'une pattern ou autre. C'est pas possible d'avoir le timing. C'est possible d'estimer la probabilité en fonction de la tendance précédente et des configurations graphiques qu'on va avoir, mais vraiment de se dire on va break ici, on va break dans 2 jours, 3 jours, c'est très délicat. Moi ici, ce que je constate en mettant un volume profile à l'intérieur de ce range là, c'est qu'on se rapproche de plus en plus de la value area high. Cette value area high, en général, c'est une zone où on va chercher des prises de profit. On est toujours dans notre value area qui représente ici 70% des volumes échangés et c'est typiquement pas le meilleur endroit pour se positionner. En général, on préfère quand on trade un range se positionner sur les extrémités. C'est-à-dire que sur une borne haute comme ça, au-dessus du niveau des 70 000 $, en plus on a un chiffre rond psychologique, on va plutôt chercher des shorts ou alors des prises de profit si on était acheteur auparavant, et inversement, si on retourne chercher le bad range, ça va plutôt être une zone où on va chercher des achats ou des prises de profit si on était vendeur sur le haut de range. Donc voilà, faut pas se précipiter. Maintenant, oui, on arrive sur un range qui est mature, j'en parle déjà depuis un moment, mais on est 7 mois, on est dans une phase de latéralisation de 7, bientôt 8 mois. C'est le plus gros range sur BTC, on n'a jamais rangé autant. Donc oui, bien sûr, on est dans cette phase de compression. Quand ça va casser, je m'attends à un mouvement violent. Si on casse par le haut, on peut rapidement faire un plus 15, plus 20%. Par contre, si on casse par le bas, c'est pareil, on peut faire un moins 15, moins 20%, voire moins 30% assez rapidement. Donc phase de compression, toujours plus de chances de casser par l'eau. Maintenant, c'est pas parce que on estime qu'on a plus de chances d'aller dans une direction qu'on va se positionner n'importe comment. C'est là l'importance d'avoir un bon timing. C'était intéressant lorsqu'on était sur la réintégration au niveau des 60 500 $, depuis que j'avais parlé de ce pullback là, où on a eu ici une tentative de break par le bas, et au final on a clôture au-dessus, c'est un signal plutôt bullish. Ensuite on fait un ravalement, on voit bien qu'on a bien rebondi et qu'on est sur un plus 12%. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est bien de déterminer un biais, et moi j'ai un biais qui est haussier. J'ai aucune raison d'avoir un biais baissier à partir du moment où j'ai une dynamique qui est haussière, des creux et des sommets de plus en plus haut, et tout simplement une pression acheteuse. Maintenant, on arrive quand même sur un stade où on est sur des zones de résistance, et surtout le risk-reward n'est pas intéressant. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous rentrez en position, qu'est-ce que vous risquez comparé à ce que vous êtes prêt à gagner.
D'accord? Et ça, on peut utiliser un outil par exemple sur TradingView, on va poser notre risk reward, et toujours ce que je recommande, c'est à partir du moment où vous rentrez en position, vous déterminez une zone d'invalidation, votre stop loss, à quel moment vous considérez que votre trade n'est plus valable, et du coup vous sortez de votre position, vous prenez votre perte, et à quel moment vous prenez vos profits. Et c'est toujours important d'avoir un risk reward de 2 pour 1 au minimum. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne, et ça vous demande d'avoir une bonne entrée. La zone d'invalidation, elle ne bouge pas. C'est très important. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de se dire, je vais réduire mon stop loss pour augmenter ici mon risk reward. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous déterminez dans un premier temps, en fonction de votre idée de trade, à quel moment ce trade-là s'invalide. Donc vous avez un stop loss qui est défini. Ensuite, si votre entrée est par exemple mauvaise, admettons ici on rentre à ce niveau-là et qu'on a un risk reward de 1 pour 1, soit on attend un pullback, mais en aucun cas, on se dit, tiens, je vais augmenter mon stop loss, je vais augmenter ma zone d'invalidation pour avoir un meilleur risk reward. Et actuellement, si on rentre là, on n'a pas un risk reward qui est intéressant. Parce que déjà, ça nous demande, sur notre TP, de viser à faire un nouveau sommet. Ce qui n'est pas l'idéal. En général, quand vous tradez, posez-vous toujours la question, est-ce que ma prise de profit, elle est difficile à atteindre? Alors oui, on peut aller chercher les 75, 80 000 $, mais c'est toujours intéressant, par exemple, si vous tradez un range, d'avoir un TP qui vise un bas de range et pas spécialement la cassure de ce range là, parce qu'on a plus de chances d'avoir un rebond. Pareil, si vous tradez la tendance, admettons, vous vous positionnez ici, bien sûr vous pouvez garder une exposition au cas où on a une continuation de tendance, mais déjà prendre des profits au moment où on revient chercher un précédent sommet, ça peut devenir intéressant. Et posez-vous toujours cette question, est-ce que mon TP est difficile à atteindre? Pour moi ici, si je rentre là et je commence à avoir un TP aux alentours des 75-80 000 $, c'est un TP qui est quand même difficile à atteindre. Ça demande de break une grosse résistance. Donc par exemple, l'idéal, ça serait d'avoir un TP qui se situe aux alentours des 71 500 $. Mais le problème, c'est que là, ça va me demander d'avoir un stop loss assez serré de 2 pour 1. Et ici, on n'est pas sur du swing, on est plutôt sur de l'intraday. Donc rien n'empêche d'aller ensuite sur du 5-15 minutes pour chercher ce genre de setup. Mais là, je suis sur du daily, 4 heures weekly. On est globalement sur du moyen long terme. Le but, c'est d'avoir un stop loss qui est proportionnel à l'unité de temps. Je vais pas rentrer en daily et avoir un stop loss qui est hyper serré comme ça, ou c'est plutôt un stop loss qu'on va utiliser sur de l'intraday. Et c'est là où notre zone d'évaluation doit être définie. Ça peut être par exemple sous ce niveau de support. On estime que si on a une réintégration et une clôture daily en dessous des 64 000 $, on invalide notre trade. Mais là, on se rend compte que on n'a pas un risk reward qui est intéressant. Comme je dis, le risk reward intéressant, il était aux alentours des 60 000 $, où là déjà, on pouvait avoir, on avait du 2,8 pour 1. Si on commençait à avoir, pour moi, si on repassait sous les 63, 64 000 $, on avait de grandes chances d'avoir une cassure de notre range par le bas. On voit que ça nous donnait un risk reward de 2 pour 1. C'était une target intéressante. Et dites-vous, avec un risk reward de 2 pour 1, vous avez pas besoin d'avoir 80-90% de taux de réussite sur vos trades, comme certains peuvent le faire croire. Avec un risk reward de 2 pour 1, sans compter les frais, si vous faites 34% en moyenne de taux de réussite sur vos trades, c'est-à-dire que sur 100 trades, vous avez besoin d'en gagner 34, et vous êtes rentable. Je ne prends pas en compte les frais, donc automatiquement on va faire augmenter votre taux de réussite, 45%, c'est déjà très bien. C'est très bien même. Donc ça vous montre que vous pouvez avoir plus souvent tort que raison et faire de l'argent. Et ça va tout simplement dépendre de comment vous gérez votre risk reward, comment vous gérez votre trade management. Est-ce que vous laissez courir les gains? Est-ce que vous coupez rapidement les pertes? Et quelqu'un qui a un risk reward de 1 pour 1, déjà ça lui demande de faire au moins 50%, donc 51% de win rate pour être rentable, sans compter les frais. Donc il va falloir aller sur du 65-70%. C'est là où ça dépend toujours de votre profil. En tout cas, moi j'ai toujours un risk reward de minimum 2 pour 1 et souvent 3 pour 1, voire après ça dépend toujours des setups qui s'enclenchent. Mais ça c'est très important et c'est là où est-ce que ça m'intéresse de rentrer en position ici? Non, parce que le risk reward n'est pas intéressant. Maintenant, si je zoome sur les unités de temps et si je vais en 1 heure, 4 heures, moi je remarque qu'on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Si je mets les moyennes mobiles, j'en avais parlé là, le pullback sur le tunnel 15 minutes, c'était une bonne zone pour chercher des achats. On a refait à nouveau un pullback ici, on avait une bonne confluence avec le point pivot daily, très bonne réaction. On est encore dans le tunnel 15 minutes et on voit que à chaque fois qu'on revient dedans, on rebondit et on a une bonne réaction, mais on voit qu'on a un affaiblissement. Pourquoi? Parce que ici, on vient chercher le 15 minutes, on rebondit directement et on fait clairement un plus 3, plus 4% très très rapidement. Ici, on y retourne, on consolide un peu, mais on repart tout de même. Et là, on voit qu'on y passe quand même pas mal de temps. Après, on est le week-end, on n'a pas énormément de volatilité, mais voilà, on voit que
on repart pas directement, et après on arrive sur une tendance quand même qui commence à être mature si je regarde en 4 heures. Alors je ne fais pas de vague d'Elliott, mais on a ici 4 impulsions haussières. 1, 2, 3, 4. À partir de 3 impulsions haussières, déjà, on arrive sur une tendance qui commence à être mature. Ça veut pas spécialement dire qu'on va se retourner, ça veut simplement dire méfiance. On est potentiellement sur un affaiblissement des acheteurs, qu'on peut voir par exemple avec le MACD. Le MACD qui est calculé en fonction du prix, mais pour certaines personnes qui ont du mal de voir un affaiblissement juste sur l'action du prix, ils peuvent utiliser des indicateurs comme le RSI, comme le MACD, et là on voit qu'on a une divergence baissière. Ce qui nous indique tout simplement que méfiance, on a un affaiblissement acheteur. Ça ne veut pas spécialement dire que ça y est, on va se retourner, ça nous indique tout simplement que on peut avoir une phase de latéralisation, le temps de retrouver un momentum acheteur. Donc là j'utilise le MACD, j'utilise pas le RSI parce que c'est comme ça, c'est ma manière de fonctionner, il y a plein d'indicateurs, le but c'est pas de tout utiliser, mais le RSI nous montre ici exactement la même chose. On est en train de diverger. On voit que sur le prix on fait des sommets de plus en plus haut, sur le RSI des sommets de plus en plus bas. Des indicateurs, il y en a plein. Ça sert à rien de mettre 15 indicateurs sur votre chart. J'en vois, ils utilisent le MACD, le RSI, le squeeze momentum. Non, ça sert à rien. Mettez un indicateur de momentum, ça suffit largement. Et avec l'habitude de trader, de regarder les graphiques, vous allez voir que ces affaiblissements, vous les voyez sur le prix. Donc un affaiblissement, comme je dis, ça veut pas spécialement dire qu'on va se retourner, mais ça nous indique que on a un affaiblissement acheteur. Et ce qui serait bien, ça serait de retrouver une forte impulsion, parce qu'on voit que ici les impulsions sont de plus en plus faibles. On avait ici des bonnes impulsions et là on voit que déjà l'amplitude des mouvements est plus faible. Comme je dis, c'est normal, on a un affaiblissement. Pour le moment, la dynamique reste haussière. On met des moyennes mobiles, comme je l'ai dit, on va plutôt privilégier les achats, mais voilà, si on commence à perdre le 15 minutes, si on a une clôture H4 en dessous de ce niveau-là, moi ici je vois une pattern de retournement. Vous voyez, hop, comme ça veut pas spécialement dire que ça y est, c'est retour en bear market, 60 000, etc. On est sur du 4 heures, donc il va falloir aller chercher des targets réalistes, mais pour moi, si on a ça, on aura de grandes chances de retourner chercher le tunnel 1 heure. Et il y a une bonne zone de localisation ici, pour globalement chercher des achats, c'est le niveau vers les 66 500 $. On a ici une bonne confluence entre le tunnel 1 heure, on a ici pas mal de lots à venir chercher, donc ça peut être une bonne zone, voire au moment où on a cette prise de liquidité sur ce niveau de support qui est intéressant, comment le marché réagit. Donc c'est globalement ce que je vais surveiller dans les prochaines heures et prochains jours. On peut y aller bien sûr demain, après-demain. Si on va chercher ce niveau des 66 500 $, ce qui n'est pas impossible, hein, c'est pas parce que le marché a fait du up only sur les derniers jours qu'il ne peut pas prendre un -2, -3%, ça va être une très bonne zone qu'il va falloir surveiller, on peut potentiellement s'attendre à une réaction. Si ensuite on a un marché qui décide de corriger plus profond cette semaine, on a ce niveau de polarité là, un niveau très intéressant des 64 500 $ qui est en confluence avec le tunnel 4 heures. Donc ça nous emmènerait quand même avec une correction un peu plus profonde, mais si on va la chercher en poussant la divergence haussière, en ayant ici une réaction acheteuse, ça peut être une très bonne zone également pour chercher des achats. On serait sur une très bonne zone là, entre ce niveau de support, ce tunnel 4 heures, j'aime bien avoir des confluences de cette manière. Et sinon, pour le moment, sur l'intraday, on peut viser la continuation de tendance, mais avec un risque plus modéré, parce que comme je dis, déjà, on est le week-end, on n'a pas énormément de volatilité, et surtout, on a un momentum qui est plus faible. Mais pour le moment, moi, je vois plutôt le marché se diriger sur la prochaine target, les 71 500 $. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de signaux de renversement. Les creux sont maintenus. Également, si vous cherchez des zones d'invalidation un peu plus court terme, vous pouvez prendre les plus bas des bougies impulsives. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, si on commence à franchir les 60 192, méfiance. Quand vous jouez comme ça des impulsions, vous pouvez fonctionner de cette manière-là. Admettons ici, on a une forte impulsion, vous dites, ok, ce creux-là, c'est ma zone d'invalidation. On fait une nouvelle journée, vous dites, ok, ce creux-là, c'est ma nouvelle zone d'invalidation. Une nouvelle impulsion, très bien, c'est ma nouvelle invalidation, etc., etc. De la même manière ici, nouvelle invalidation, ici, nouvelle invalidation, etc., etc. C'est comme ça que j'avais fonctionné, par exemple, sur un trade sur Tao que j'avais pris, que je vous avais montré, au moment du break, ici, de ce niveau de résistance, bah, j'ai mis un trading stop où j'avais un SL ici, on a pump, je l'ai monté là, je l'ai monté là, je l'ai monté là,
ici, et ensuite j'ai pris mes profits à ce niveau-là. Là j'avais clôturé parce qu'on était dans une bonne zone. Quand on a comme ça un bon momentum avec des bonnes impulsions, c'est intéressant de mettre un trailing stop sous les plus bas de chaque journée. Bien sûr, faut avoir un momentum, hein. Vous pouvez pas faire ça si on a un marché qui fait du surplace, qui est en range, c'est surtout qu'on est en tendance. Donc voilà globalement mes plans sur BTC, j'ai toujours un biais bullish, on est dans une phase ici de consolidation, c'est normal après avoir enchaîné 2-3 journées haussières. Pour le moment, dites-vous qu'un range presté par une dynamique haussière a plus de chances de casser par le haut, donc moi ça me surprendrait pas d'avoir un prolongement, mais comme je dis, on a quand même un affaiblissement, donc c'est quelque chose à prendre en compte lors de votre gestion de risque. On n'est pas au début d'une tendance, on est potentiellement à la fin d'une tendance en H4. Et prochaine target, ouais, les 71 500 $. Également au niveau des inflows, des ETF spot, on a des inflows quand même qui étaient très intéressants ici. Maintenant, à noter, à chaque fois qu'on a eu des inflows positifs, en tout cas qui sortaient de la norme, comme ici, ça a marqué un top de marché en fait. On voit bien ici, pas mal d'inflows, top de marché. Ici également, inflow très important, on marque un top. Ici également, top de marché. Là aussi, top de marché. Donc est-ce qu'il y a une corrélation? C'est compliqué, on n'a pas assez vraiment de stats là, c'est pas parce que ça l'a fait 3 fois, 4 fois que ça c'est sûr ça va le faire après, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre analyse, c'est qu'on a eu pas mal d'inflows récemment. Au niveau du spread, de l'order flow, etc., on n'a pas encore des spreads fortement positifs. On voit que on commence à revenir et à s'approcher de la ligne des zéros, c'est-à-dire qu'on aurait tout simplement le prix du contrat perpétuel qui serait similaire au prix du contrat spot. Donc pour le moment, on n'est pas dans de l'euphorie totale où tout le monde spécule sur le contrat perpétuel, mais on voit que on a un petit regain d'intérêt, ça reste léger. Pour moi, on n'est pas encore dans des zones d'euphorie. On voit que on a dans cette tendance haussière un funding qui a globalement baissé. On n'est pas revenu sur des fundings comme on a connu en mars où tout était en hausse, on allait sur des fundings complètement délirants, même limite des fundings de bull market qu'on avait connus en 2021. Si je dis pas de bêtises, vous voyez, alors, pas spécialement autant, mais presque quand même, on avait bien cherché des niveaux assez élevés, et là on voit que on est proche de faire un nouvel ATH, on n'est pas si loin, et pourtant on a des fundings qui sont relativement faibles, donc c'est plutôt bullish selon moi. On n'a pas une grosse euphorie de marché pour le moment. J'ai rien d'autre à dire de plus sur le BTC. On va regarder Ether. Ether, bah c'est globalement pareil que les derniers jours que j'ai fait des updates. Déjà, ça ne change pas, je le trade beaucoup moins parce que il a un momentum qui est moins intéressant, même si on est dans une dynamique haussière 15 minutes, 1 heure. La différence, c'est qu'on est sur une grosse zone de résistance sur Ether juste au-dessus. Alors c'est vrai que je pourrais l'affiner, mais en fait sur Ether, on a 2 zones de résistance. Si je veux les affiner, on a une première, on est en plein dedans, c'est globalement notre haut de range. Je peux mettre pareil ici, un volume profile, qui va me permettre de déterminer notre value area high. Ici, on est proche de la value area high, donc ça, c'est une zone de résistance. Et ici, je peux faire la même chose en mettant un volume profile de ce précédent range, hop. Et on voit que on a notre value area low qui est ici. Et ça, pareil, c'est un niveau qui faisait office de support, qu'on a break, qu'on a flip en résistance. Donc on voit qu'on est dans une phase de compression. Si on break et qu'on s'installe au-dessus de la value area high ici, on pourra aller chercher la précédente value area low qui fera office de résistance, mais c'est les 2 gros niveaux sur Ether. Par contre, on commence à s'installer au-dessus des 2900 $. Pour moi, Ether, la prochaine target, elle est simple, c'est les 4000 $. Parce qu'on aurait la réintégration d'un bad range, qu'on réintègre comme ça, la target opposée est tout à fait réaliste, avec bien sûr une zone à surveiller, notre poke, cette zone-là qui sera également intéressante à surveiller. On a une bonne confluence entre la précédente value area high et le poke sur Ethereum. Sur la paire ETH BTC, toujours à l'intérieur de son range sur du moyen terme ici, mais on voit on est dans une phase de compression où on a quand même une bonne pression vendeuse avec des sommets de plus en plus bas, le tunnel 4 heures qui fait office de résistance, et ici un niveau de support. Donc avoir la résolution de ce range, enfin de cette compression, techniquement on a plus de chances d'avoir une continuation à la baisse. Pourquoi? Parce que on est presté par une dynamique qui est baissière, donc on a plus de chances d'avoir une continuation de tendance dans le sens de la tendance initiale. Mais maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est on est sur un gros niveau de support weekly. Donc pour moi, c'est vraiment le gros dernier support à maintenir sur Ether. Déjà, honnêtement, j'avais quand même de fortes convictions pour que ce niveau tienne. En tout cas, d'un point de vue probabilité, on avait plus de chances, selon moi, de le tenir, parce qu'on était dans un range
précédé par une phase d'accumulation, donc on avait plus de chances de revoir une nouvelle phase d'accumulation pour viser des plus hauts. On break ce niveau-là, là on revient sur la ligne de coup d'une grosse épaule tête-épaule inversée, c'est un niveau qui doit tenir. Maintenant c'est trop tôt pour dire qu'on a posé un bottom, ce qu'il nous faut c'est une pattern de retournement, quelque chose qui nous montre qu'on inverse notre dynamique, similaire à ce qu'on a fait ici. Si on fait quelque chose comme ça, tac, vous voyez, hop, quelque chose dans, hop là, alors, tac, dans ce genre-là, là on pourrait dire, ok, on a validé une pattern de retournement, on a eu un switch, on a potentiellement cassé cette trendline baissière, là ça serait intéressant, et surtout on ferait une pattern de retournement avec creux et sommet de plus en plus haut, ce qui n'est pas spécialement le cas pour le moment. On est toujours dans une dynamique qui est baissière, et c'est ce qui nous manque pour parler vraiment de Ether qui va surperformer le BTC. Au niveau de la Bitcoin dominance, toujours dans une phase de hausse, clôture weekly qui va nous faire un nouveau sommet. On revient chercher des précédents niveaux qu'on a eu en 2020-2021. On est proche des 60%. Pour moi, faut patienter. Et c'est là où ceux qui attendent l'altcoin season, regardez ce graphique. De toute façon, c'est ce graphique qui vous donnera un peu le go sur la probabilité assez forte d'avoir une altcoin season. Pour le moment, on a toujours une Bitcoin dominance qui est haute. Ça n'empêche que les altcoins peuvent performer, mais BTC restera le leader. Et on a toujours une Bitcoin dominance qui augmente, avec toujours des creux, des sommets de plus en plus haut, des moyennes mobiles long terme orientées à la hausse, toujours à l'intérieur de ce canal ascendant. Et mes scénarios ne changent pas. On va chercher les 60% et on regarde la réaction qu'on a. Si on a ici une pattern de retournement, voilà, ça peut être, on peut faire une plus grosse pattern de retournement, un gros range, on peut directement faire une structure de retournement. Ouais, faudra observer ça en temps et en heure, on peut pas l'anticiper à l'avance quand ce que le marché va faire ici, faudra voir en temps réel ce qu'il nous propose. Et si on a quelque chose comme ça, eh ben on pourrait potentiellement avoir une phase de distribution et commencer à avoir notre altcoin season. On aurait une baisse de la Bitcoin dominance. Dans ce cas-là, on peut revenir chercher. Alors déjà, je vais mettre ici un Fibo, je le mets à peu près par là, les 0,382 et les 0,118, avec un gros niveau sur la zone des 50%, un peu moins là, 48%, ce niveau de support. Si on peut également juste se faire rejeter d'un coup. Dans tous les cas, si on se fait rejeter d'un coup, comme ça, moi ce que je veux c'est un break du canal et des tunnels daily qui font office, enfin du tunnel daily qui fait office de support depuis un moment. Ça pourrait être un signal pour avoir notre altcoin season, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Bitcoin reste la crypto la plus forte. Alors il y a des altcoins qui vont se décorréler, mais dans l'ensemble, BTC est plus fort que les altcoins. Alors au niveau des altcoins qui performent bien, aujourd'hui on a Arbitrum qui sort du lot, on va check après la chart. Sinon au niveau de la semaine, on a Dogecoin qui fait une très bonne semaine, LTC, Bitcoin Cash, on a ARB, FTM, FIL, donc ça c'est des altcoins que vous pouvez regarder et suivre la semaine prochaine. Concentrez-vous sur les altcoins les plus fortes. Par exemple un exemple, Tao, que j'ai longtemps dit que c'était une altcoin qui était forte. Pendant toute une période, on avait une bonne décorrélation entre Tao et les altcoins et on l'a travaillé à la hausse. J'avais pris un trade sur son break pour de la continuation de tendance au niveau des moyennes mobiles. On avait clairement des setups très intéressants pour faire de la continuation de tendance au niveau des pullbacks dans le tunnel 15 minutes. Et à un moment, je vous ai dit, là, Tao, il y a des signaux qui nous montrent que ça reste une altcoin qui est beaucoup moins forte que les autres, et toutes les altcoins passent par ce genre de transition. Elles performent bien, elles se décorrèlent des autres, et d'autres altcoins vont faire la même chose, et pendant ce temps-là, la présente altcoin sera dans un range, voire dans une tendance baissière. Et ce qui est important, c'est de suivre les altcoins les plus fortes, et quand ils deviennent faibles, on passe à autre chose, on attend qu'ils redeviennent fortes, et on se concentre sur d'autres altcoins qui sont fortes. Et Tao, je vous l'avais dit, Tao, à ce niveau-là, je sais plus c'était quand, mais je vous ai dit, attention, on voit qu'on a un ralentissement, c'est pas pour ça qu'on va se retourner, mais pour de l'intraday, vaut mieux se concentrer sur d'autres altcoins qui performent mieux. Et actuellement, Tao est une altcoin faible, donc pour de la continuation de tendance, sur l'intraday, je vais pas me concentrer sur Tao, je vais plutôt regarder des altcoins qui sortent du lot, comme Dogecoin, comme Arbitrum, c'est des altcoins qui performent plutôt bien. On peut regarder Arbitrum ce que ça donne. Alors on voit bien qu'on a un bon break ici, une bonne bougie impulsive, donc on peut être sûr. Alors déjà on a, si on clôture comme ça, une bonne charte là qui nous fait une épaule, tête épaule inversée. C'est une bonne pattern ici de retournement. On est globalement quand même toujours à l'intérieur d'un range, mais ça nous montre que on a une bonne pression acheteuse actuellement. Dans tous les cas, on est sur des performances weekly. On va surtout regarder ça pour faire de la continuation de tendance sur du court terme. Et on voit bien que on a un 15 minutes
qui est au-dessus du 1 heure, le 1 heure qui s'apprête à passer au-dessus du 4 heures, on peut être sur une altcoin qui va se décorréler et qui va bien performer dans les prochains jours sur cette semaine. Si c'est le cas, si on a un Arbitrum qui continue à sortir du lot, faudra surveiller les pullbacks dans le 15 minutes, dans le tunnel 1 heure, pour chercher à faire de la continuation de tendance. Si on regarde sur du plus long terme, Arbitrum, ça restait une altcoin qui était quand même assez moche, qui a été longtemps faible. On avait break ce gros niveau de support qu'on a flip en résistance. C'est le niveau à réintégrer. Et si on repasse au-dessus de ce niveau-là, pattern de retournement, ça serait déjà un premier signal, vu qu'on validerait une structure de retournement. Et ensuite, il y a le niveau des 80 centimes à réintégrer pour espérer ensuite vraiment confirmer un bottom et revenir chercher 0,382, 0,118 qui sont de très bonnes zones de localisation pour prendre des profits. Voilà pour Arbitrum. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On a LTC qui sort du lot également cette semaine. Avec une bonne clôture weekly ici. Pareil, pattern de retournement, break du niveau des 70 $. Et sur du court terme, on voit bien que on a une bonne tendance, là, une bonne trend. Le 15 minutes qui fait office de support. La charte ressemble un peu à celle du BTC. On voit qu'on a nos précédents pullbacks. Et voilà, dans le même scénario, cette semaine, si on continue à avoir des pullbacks, c'est des bonnes zones pour chercher des achats. Voilà. Après, il n'y a pas non plus, comme certaines semaines où il y avait de grosses altcoins, où on avait une forte décorrélation, notamment Tao. Moi, Tao, j'avais bien aimé la charte. Il y a 2-3 semaines, on avait une bonne décorrélation entre Tao et les autres altcoins. On a quand même Dogecoin qui sort un peu du lot, mais qui fait pas une très bonne journée aujourd'hui. Voilà, au niveau des altcoins, j'ai pas grand chose à ajouter. On va terminer cette analyse par le marché US. Marché US, donc qui est toujours sur ATH, en tout cas surtout le S&P, qui a toujours ici des moyennes mobiles orientées à la hausse. Si je regarde déjà la clôture weekly, c'est encore une très bonne clôture weekly. On continue à être dans une tendance qui est haussière. Donc la tendance est votre amie. Oui, c'est haut, mais il y a une différence entre faire de l'investissement long terme et se positionner sur l'intraday pour de la continuation de tendance. Oui, pour l'investissement long terme, quand on regarde une charte comme ça, c'est compliqué. Alors dites-vous, on est sur le S&P, on n'est pas sur le BTC, donc vous verrez pas un S&P faire un moins 80% et revenir chercher par exemple des niveaux de Fibonacci, comme les 0,186 en prenant du point le plus bas. Non, il y a très très peu de chances que vous voyez un S&P faire un moins 80%, et honnêtement, si vous voyez un S&P faire un moins 80%, je pense que dans la vie de tous les jours, il y aura d'autres choses plus importantes que vos investissements. C'est qu'il y aura une situation économique il y aura un problème. Je vous le dis, c'est très peu probable de voir un moins 80%. Par contre, sur des pullbacks qui représentent du moins 20%, moins 10%, ça reste des bonnes entrées en général pour se positionner sur du long terme. On est ici sur le marché boursier, on n'est pas sur le BTC, on n'est pas sur les altcoins, il n'y aura pas comme ça des baisses de moins 80%, c'est pas possible. Donc vous prenez déjà des retracements beaucoup plus faibles en termes d'amplitude et au niveau de temporalité, et si on revient par exemple chercher les 0,382, les 0,118, là je parle vraiment d'investissement long terme. Ça c'est des bonnes zones. Si je zoome et qu'on va faire de la continuation de tendance, et ici on est dans une dynamique qui est haussière. De toute façon, sur ce genre de marché, et même je parle des cryptos en général, vous avez plus à gagner en étant optimiste que pessimiste. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont toujours le même scénario. Oui, le marché boursier, il va y avoir un crack mondial. Oui, ça y est, c'est bientôt la fin. On arrive dans une grande correction. Ils disent ça depuis des années. Et on est dans une tendance haussière depuis des années, des décennies. Et si vous êtes optimiste dans la vie, et si vous croyez à l'économie, à l'évolution du monde, etc., vous avez plus tendance à chercher des achats, parce qu'on aura plus de chances d'avoir une hausse long terme des indices, que à être baissier. Ça dépend toujours de votre manière de voir la vie. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Mais on voit bien que il y a eu des guerres, il y a eu des crises, il y a eu des gros problèmes à certains moments pendant cette évolution du S&P, et pourtant on voit que oui, il y a eu des moins 20%, oui, il y a eu des cracks, mais on s'en est toujours remis, on a toujours été aussi. Donc si je peux vous donner un conseil, soyez plutôt optimiste et arrêtez de croire tous ceux qui vous disent que le marché va s'effondrer, ça y est, c'est la fin, etc., etc. Si je regarde sur du court terme, pour le marché crypto, c'est toujours plus intéressant d'avoir la finance traditionnelle qui est haussière. Et pour le moment, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse. Alors on a un affaiblissement du momentum, on le voit bien, avec un 15 minutes qui commence à être plat. Et surtout, on rentre dans un range. Donc c'est normal qu'on a ce 15 minutes qui est plat. Mais si on revient chercher le tunnel 1 heure, éventuellement on a une prise de liquidité sous ces creux-là, réintégration. Ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. On a un indice du dollar alors c'est là où il y a un peu tout qui monte.
on a une hausse de l'indice du dollar, une hausse du S&P, une hausse du BTC, ce qui est assez rare, mais c'est plutôt pas mal d'avoir eu un BTC qui monte avec une hausse de l'indice du dollar. Surtout là, on voit que c'est trop tôt pour parler de retournement, et on a quand même une bonne réaction vendeuse. Faudra surveiller si on commence à clôturer en dessous de ces bougies-là, mais si on commence à avoir une pattern de distribution ici, on aura de grandes chances de revenir chercher notre bad range, et on pourra avoir tout simplement un marché risk-on qui en profite déjà de la hausse qu'on a eue. C'est pour ça que je dis un peu, il y a une anomalie de marché, ça arrive, c'est assez rare, mais ça arrive, mais si on a comme ça une correction, on pourra avoir des cryptos qui en profitent beaucoup plus. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez du marché et à quoi vous vous attendez cette semaine. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis bon courage pour votre semaine de trading, et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.